Salut à tous, épisode 10 avec les Dallas Mavericks. On est bien dans une partie qui avait démarré en octobre 2015, c'est-à-dire en ère Steph Curry. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à faire. Puis elle n'est pas encore finie du tout parce qu'on s'est trouvé des raisons de continuer. Pourtant, après un troisième titre consécutif pour la paire Doncic-Tatum, on pouvait presque penser que c'était, on va dire, mort. Il semblerait que malgré leur force, les Sixers en face ne soient jamais réellement en mesure de nous battre. En plus, là, ils avaient manqué un petit peu de chance puisque Ben Simmons s'était fait mal. Et puis, par contre, de notre côté, John Isaac a toujours tenu le coup. J'ai une petite astuce à ce niveau-là. C'est pas du tout de la triche. C'est que si vous faites des simcasts, vous avez beaucoup moins de chances de blessure que si vous simulez massivement jusqu'à une certaine date. Voilà. Donc c'est pas, j'appelle pas ça tricher du tout, mais j'ai remarqué que j'ai quand même moins de blessures en faisant comme ça. Parenthèse refermée. Donc après ce troisième titre, donc après cette fin de 5e saison de partie, allait se présenter à nous l'été 2021 pour peut-être se donner un nouveau souffle, ou en tout cas pour réfléchir à la manière dont on allait constituer l'équipe. Et puis j'ai été entre guillemets aidé à cela par quelques états d'âme de certains de nos joueurs, en particulier, et pour commencer par lui, Jason Tatum, qui aimerait changer de franchise. On a également le même son de cloche du côté de notre défenseur exceptionnel Jonathan Isaac, qui est ailier là, mais que je fais jouer poste 4 systématiquement. Et puis, même son de cloche du côté de notre pivot Bam Adebayo. Donc tous les trois ont 23 ans, et pour autant aimeraient un nouveau défi à ce moment-là. Peut-être est-ce que Doncic leur a fait de l'ombre. En tout cas, c'est difficile à savoir. Les trois ont envie de changer d'air. Ça a donc entraîné une réflexion de ma part. Je me suis... donc après avoir passé les premières étapes de l'été, je commençais à réfléchir un petit peu à comment j'allais mettre les choses en place, pour notamment essayer à l'issue de la loterie de voir quelles étaient mes options pour essayer de recruter quelques joueurs jeunes et pouvoir ainsi les former. On voit que c'est Milwaukee qui a hérité du premier choix, le Magic s'est habitué à ses premières places. J'ai envie de dire malheureusement pour eux, parce que ça veut dire qu'en fait ils terminent toujours mal quand même, les saisons les unes après les autres. Et puis après, au moment de passer à la suite, moi j'avais décidé de monter en envoyant Naz Reid et Jaden McDaniels comme joueurs à développer en sortie de banc du côté des Sixers, qui eux m'ont donné quelque chose qui m'a bien arrangé, à savoir le choix 10 et le choix 12 en échange du 22 et du 30. Ce qui fait qu'à ce moment-là, en fait, on se retrouvait avec deux possibilités d'aller chercher des jeunes intéressants. Et donc, j'ai opté, je vous l'ai montré à l'épisode précédent, pour au 10e choix Alperen Şengün, le pivot turc. Il a 18 ans à ce moment-là. Il y a tout à faire, mais il y a quand même un sacré potentiel pour ce joueur. Il peut être le pivot du futur de cette équipe-là. Et même chose pour Jonathan Kuminga, qui peut être, lui, le poste 4 du futur de cette équipe-là. Donc je suis allé les chercher en 10 et 12. Je pense que c'était assez correct par rapport aux forces en présence à ce draft 2021. Et après, pour la free agency, les choses sont passées sans particularité. C'est pour ça que je n'ai pas insisté. Puis je vous avais donc posé cette question qui était, qu'est-ce qu'on fait avec Tatum, Isaac et Adebayo? Et assez massivement, vous vous êtes exprimé en faveur de la deuxième proposition, à savoir faire partir les trois et reconstruire en quelque sorte, en tout cas préparer notre avenir autour de Luka Doncic, en essayant d'aller chercher des vétérans pour les postes 4 et 5 titulaires dans notre roster. Et donc à cet effet, j'ai donc été, après de multiples tentatives et adaptations, monter le trade suivant, trade dans lequel on envoie Tatum et Isaac du côté de New Orleans
On récupère Brandon Ingram et quelques choix de draft. Ça les vaut, hein. Et en triangulaire avec les Rockets qui, eux, récupèrent Randall. Nous, on récupère Paul Millsap. Voilà. Donc ça a été ma première opération. Trade à 3 qui nous rapporte Millsap, qui nous rapporte Brandon Ingram et qui nous rapporte des choix pour les prochaines années, dont un qui paraît relativement intéressant à court terme. Même type de recherche ensuite, trade à 3 pour nous ramener du côté de Dallas, celui qui sera le mentor d'Alperen Sengun, à savoir Marc Gasol, sachant que Jarrett Allen fait le voyage entre Chicago et Toronto et que Chicago dans l'affaire récupère Bam Adebayo. Donc voilà un petit peu le deal. C'est celui-là qui a finalement été accepté. Ça a mis du temps, hein. J'ai galéré afin d'arriver à trouver des équilibres. Et puis d'autres joueurs pouvaient m'intéresser, mais en l'occurrence, c'est ça que j'ai fini par choisir. Et donc ainsi, on se retrouve au moment de la fin de la free agency, au moment de la progression des joueurs, pour voir un petit peu tout ce que cela a donné. Parce que Gasol et Millsap sont des joueurs âgés, par là même ils perdent de l'overall chaque année, là où d'autres jeunes évidemment peuvent en gagner. Donc on a Derrick Rose qui résiste bien, Gary Payton qui reste toujours un solide élément de la rotation. On garde évidemment Brandon Jennings tant qu'il ne part pas à la retraite. Luka a fait plus 3 en cette saison, formidable. Il a progressé. Monk se stabilise à 80. On voit que le jeune Brandon Ingram ne vaut pas Tatum, mais tout de même un overall à 87. Ça laisse quand même pas mal de possibilités. Tatum, pendant ce temps-là, il est passé à 95. Donc voilà. Cam Reddish, le jeune, 21 ans, passe à 78. Terrence Ross se stabilise à 76. Et puis ensuite, nous avons à regarder les choses du côté des postes 4 et 5. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, Paul Millsap a perdu 3 d'overall. Donc ça, c'est pas vraiment dramatique parce que avec ses insignes, notamment, ça reste tout de même une valeur très très sûre. Il est très agréable à utiliser dans la raquette. Il est solide défenseur. Il est même assez bon intercepteur. Et il a même le moyen, on le verra un petit peu plus tard, de rentrer des shoots à des moments très importants. Ensuite, bon, Jonathan Kuminga ne peut pas avoir évolué puisqu'il vient juste d'être drafté. J'ai été compléter mon roster avec Maryse Spates. Ça, c'est parce que je voulais mentorer l'un de nos joueurs. Et puis ensuite, on peut voir que Marc Gasol a perdu 1 au niveau de son overall. Donc pas de drame absolu, il reste à 88, un excellent joueur. Et puis voilà, donc pour Sengun, heureusement il n'y a pas d'évolution, c'est logique. Et on a conservé, vous pouvez le voir tout en bas, Roy Hibbert, qui est un joueur qu'on a depuis quelques années et qui est là pour éduquer les jeunes, dirons-nous. Voilà, j'aime bien avoir quelques vétérans dans mon vestiaire. Voilà, donc tout ça nous permet de passer évidemment à la fin de l'été et d'envisager la saison suivante. Donc non sans au préalable essayer de prolonger certains contrats par anticipation. Alors premier contrat évidemment celui de Luka Doncic, donc on va prolonger pour 5 années après cette dernière saison rookie. Donc normalement on le sécurise sur les 9 premières années de sa carrière. Et cette fois-ci, on a fait notre choix, donc après, a priori, on va le garder pendant tout ce temps-là, et j'espère plus. Donc pour un salaire relativement correct, il veut pas le supermax. Et puis je crois qu'on a besoin de compter un petit peu nos sous, parce qu'il y a un moment donné, sinon on risque d'être assez loin dans la luxury tax. Ensuite, il y a des joueurs de complément comme ça, très importants tout de même dans la rotation, comme Malik Monk, qui souhaite prolonger. Donc je pense que c'est quand même le bon moment pour leur proposer une extension de contrat. 11 millions par saison sur 3 années pour Malik Monk, qui les vaut bien, à part que je suis pas en mesure de toujours lui donner le temps de jeu qu'il pourrait mériter, mais lui par contre il est irréprochable. Après on a le même constat pour Gary Payton II, le fils de l'autre.
à 5 et quelques millions par saison pendant 3 années. Voilà, on va lui prolonger son contrat. C'est là aussi ultra mérité. Puis on a également T-Ross qui finira sa carrière chez nous, ça je l'ai décidé. Il a été très précieux à certains moments et même si je vais pas avoir beaucoup de minutes à lui donner, on va le conserver autant que possible. Voilà, il est aussi impliqué dans le mentorat Terence Ross. Donc, passer à la saison suivante, évidemment, sans oublier d'utiliser la classe de draft 2022. Donc, on se rapproche peu à peu de 2023, etc. On se rapproche de l'époque actuelle. Et envisager de préparer cette saison. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Je me suis occupé du mentorat. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus loin. Pour mon entraînement, c'est toujours un entraînement polyvalent. Ce qui fait que finalement, la seule chose que j'ai à chaque fois à refaire et à essayer de repenser, c'est la rotation avancée. Donc, sachant que démarreront systématiquement Doncic, Ingram, Millsap et Gasol. Je veux que ces 4-là, plus Derrick Rose, terminent le match. Puis après, sinon, pour ce qui est de le démarrer, à la limite, c'est négociable, mais on va commencer avec Malik Monk. Ça fait quelques années déjà que je le fais starter. Par contre, il ne termine pas le match, mais il pourrait le faire, il serait totalement capable. Puis vous voyez, surtout, j'ai essayé de ménager 21 minutes pour Şengün, 21 pour Kuminga, qui sont respectivement à 76 et 75 d'overall. Donc en fait, on se donne clairement la possibilité d'être en danger dans cette saison. Je ne souhaite pas forcément gagner, puisque là, on est vraiment en train de préparer la suite, et notamment essayer d'avoir gratté quelques insignes pour nos jeunes, et aussi leur permettre de jouer suffisamment pour se développer, pas trop non plus pour se cramer. Et puis, de toute façon, on a nos joueurs vétérans qui méritent des minutes, ils sont pas à la retraite. J'espère les garder, allez, on va dire 2 ans. Ce serait bien de garder Gasol et Millsap pendant 2 années. Après 3, ce sera difficile parce que s'ils veulent partir à la retraite, je pourrais pas les retenir, mais pour 2 ans, à mon avis, c'est gérable parce que je peux m'opposer à un premier départ et puis ensuite, j'accepte le second. Millsap, je vous le disais, est très précieux à l'intérieur. Il a aussi une faculté d'interception qui est assez puissante. Il a quelques insignes, je suis allé regarder. Ça explique les choses. Et puis, Şengün a déjà une petite qualité pour terminer près du cercle. Voilà, c'était un petit flotteur, en l'occurrence, à l'instant. On a du mal, moi j'ai encore du mal à trouver réellement ma manière de jouer. Je trouve que le système d'avant, notre playbook en fait, il était assez adapté à notre effectif d'avant. J'avais comme ça vraiment pris mes marques, et là il faut vraiment que je me reconfigure. C'est pas évident. Et puis là, l'opposition qui est la nôtre aujourd'hui sont les Clippers. Alors, c'est une équipe qui est un peu quand même encore en phase de construction, mais elle a déjà quelques éléments dangereux comme Zubac, mais surtout comme Zion Williamson. On a vu qu'ils ont drafté à cet été-là Josh Giddey. Puis en fait, on se retrouve embarqué dans une fin de match compliquée, alors qu'on menait largement, mais c'est parce que j'ai voulu tester pas mal de choses. On a un peu cette méchante tendance de partir un peu en hero ball, où l'ami Luka fait un peu n'importe quoi. Regardez, on va se faire punir ici par Josh Giddey, qui fait passer les Clippers à 30 secondes de la fin, 2 points devant. Donc là, après si on perd, on s'en fiche, mais je vais quand même tenter mon va-tout. Il était assez malchanceux précédemment, donc on va peut-être essayer d'aller chercher une prolongation. En l'occurrence, voilà, peut-être Millsap pourrait être cherché dans la raquette et on pourrait trouver quelque chose, sauf que voilà, le bougre va s'écarter et finalement rentrer un shoot que je n'espérais même pas forcément. Il nous fait passer un point devant, il reste 10 secondes, engagement sur la droite, regardez, hop là, ballon tapé et volé par Doncic. Très mauvaise gestion du ballon donc de la part de ces Clippers qui sont pas du tout en projet abouti.
et qui perdent le match ainsi très bêtement alors qu'ils s'étaient super bien accrochés tout du long. Ok, donc une victoire pour nous qui est aussi marquée par moins de shoot à 3 points. Vous allez voir, ça va être une constante. Je shoot moins à 3 points que je ne shootais avant. Faut que je prenne mes habitudes. Mais là, en l'occurrence, on est plus sur un jeu différent. Voilà, on essaie de trouver des choses dans la raquette, peut-être des solutions. On a Marc Gasol, dont il faudra mieux exploiter le potentiel. J'essaie aussi de faire croquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde ait quand même l'occasion de marquer un petit panier. Du coup, finalement, ça devient difficile des fois de trouver le temps pour satisfaire tout le monde et pour placer toutes les actions que j'aurais envie de placer dans un match. Ensuite, deuxième confrontation, c'est contre les Grizzlies. C'est une équipe qui est assez intéressante, j'en ai déjà parlé. Elle est orientée autour de Fox et KCP, mais elle a aussi quelques arguments comme un Kevin Knox qui a évolué tel qu'on pouvait l'imaginer dans sa meilleure version. Bon, Valanciunas, il est égal à lui-même. On a aussi Harrison Barnes en sortie de banc, et puis il y a ce Regen Franklin qui était assez admirable par moment, par le passé. On verra que dans ce match-là, il aura été assez transparent. Il aura été étouffé par Kuminga et Millsap, si j'ose dire. Et puis quand même, regardez, voilà, hop, cette petite capacité ici à rentrer des shoots assez intéressants. Une équipe plutôt cool, ces Grizzlies là, ils sont assez sympas. Moi j'essaie d'aller trouver à la passe comme ça Millsap près du panier. On essaie aussi de demander à Ingram de choper la petite connexion avec Kuminga qui termine souvent de manière acrobatique, c'est assez rigolo. Et cette action ici s'avérera décisive. Et pour autant, le shoot n'était pas du tout ouvert et Kuminga n'a pas encore une très bonne note. On n'a pris qu'un tiers à 3 points. On n'a pris qu'un tiers de nos shoots à 3 points, alors qu'on en avait pris beaucoup moins d'un tiers sur le premier match. Ça reste quand même des volumes peu importants par rapport à ce qu'on proposait la saison d'avant, et ce match aurait été marqué aussi par une certaine maladresse de Doncic et Fox, qui auraient dû normalement être les top scoreurs et qui s'avèrent avoir été excessivement gênés pour ce qui est de soit se procurer des occasions de shoot, soit même les convertir à 5 sur 24 en extrapolé pour Luka Doncic. Ça pique. Ensuite, on peut constater que Gasol fait du ménage dans la raquette. Il prend beaucoup de rebonds, il est très très grand, il est plus grand qu'Adebayo. Et alors certes, il est beaucoup moins athlétique, mais il fait quand même à chaque fois un chantier. Alors il le fait moins quand on simcast comme je l'ai fait à l'instant. J'avais simcasté la deuxième confrontation, on n'allait quand même pas les jouer 2 fois, j'allais pas vous les proposer 2 fois d'affilée. En revanche, ensuite, on rencontre les Bucks qui ont drafté donc Cade Cunningham, et finalement j'ai peu de choses à vous montrer de ce match-là, étant donné au final le peu d'intérêt qu'il a contenu, c'est-à-dire qu'on a été tellement en domination sur ce match-là. Je crois qu'on leur a collé un 18-0. Il y a un moment où ils ont eu 6 ou 7 minutes où ils n'ont pas marqué en fait. Donc ça a été une boucherie. Et après un début serré, ça a été l'envol irrémédiable. Leurs extérieurs, comme Payne ou Cunningham par exemple, ont été calamiteux dans le shoot. Je pense que notre défense en fait est excellente. Et ça peut expliquer en grande partie la détresse des attaquants adverses. À confirmer d'ailleurs, puisqu'on parle de défense extérieure qui serait peut-être excellente, il faut confirmer ça contre le duo Trae Young et Donovan Mitchell, qui est le duo de joueurs extérieurs de ces New York Knicks auxquels on rend visite, et c'est plutôt un joli défi que de jouer cette équipe-là. Elle est aussi armée de Cousins et Kuzma dans la raquette, donc c'est quand même assez sympa. Et puis hop là, on prend l'entre-deux. On essaie d'avoir des séquences. J'essaie de me fabriquer mes séquences de référence. Pas forcément facile, parce que j'arrive pas encore à exploiter comme je le voudrais les fade away.
Il y a comme ça plein de choses que j'aimerais faire de mieux en mieux. En tout cas, ici, la petite connexion Doncic-Millsap qui fonctionne toujours pour un très bon début de match. On les a réduits à une relative impuissance. Derrière, on a cette jolie action où Ingram, en se retournant, marque sur le défenseur Evan Fournier. J'arrive. Et Cousins fait du bon boulot face à Şengün. On espère que dans quelques années, Şengün il sera capable de mieux défendre ces actions-là. En tout cas, toujours le petit flotteur près du panier. Et également un moment compliqué où on va se retrouver quasiment avec match gagné, mais au fait, non, pas du tout. Regardez ici, qui est-ce qui arrive? C'est Bates Diop, très adroit à 3 points dans ce match-là. Et regardez, on se retrouve du coup dans un money time où il faut pas de blague. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? 1 mètre derrière la ligne, Millsap, dont on pourrait croire qu'il a porté infini comme un signe, mais il ne l'a pas. Il a C à 3 points. Et pour autant, il marque comme ça le shoot qui achève ce match. Donc, 4 sur 9 sur un volume de 31 shoots. On est toujours en deçà du 1/3 de shoot pris à 3 points pour ma part. Donc, évolution dans le style de jeu confirmée. Et en face, Trae Young a passé une soirée dégueulasse. Et on peut en dire de même pour Kyle Kuzma, qui a subi la loi de ses opposants très très athlétiques. Encore une fois, Millsap ou Kuminga. Donc suite à ça, et comme je vois que le match contre les Pelicans arrive dans très peu de temps, j'ai simulé contre Washington pour une victoire relativement aisée, où on voit que la bande à Exum, Adams et compagnie n'a pas réussi à vraiment inquiéter notre équipe. Et puis pareil du côté des Hornets, la bande à Kemba Walker, Lauri Markkanen et consorts n'a pas été non plus en mesure de réellement nous poser des problèmes. Il y a aussi DeMar DeRozan, car les Raptors sont partis en reconstruction derrière le trade de Gasol. Avec Lauri qui est aux Pelicans, on va le voir dans quelques minutes. Donc, pour le moment, tout va bien. Impossible de ne pas rendre une petite visite à nos amis Tatum et Jonathan Isaac au moment d'affronter les Pelicans. Alors, c'est une équipe qui, à mon sens, aura besoin d'un petit peu de temps. Ces Pelicans. Nous, on en a aussi besoin dans l'absolu, sauf que il semble qu'il y ait quand même déjà une petite alchimie qui prenne. Et en face, peut-être que c'est la profondeur de banc, peut-être que c'est la qualité défensive globale qui peuvent être les failles, en tout cas que je repère un petit peu en regardant l'effectif. Après, ça n'empêche pas d'assister à des actions sympathiques. On voit d'entrée qu'il y a un contrat de la part des joueurs sur Tatum, mais attention parce que John Isaac veille au grain et Millsap se fait renvoyer à ses chères études ici sur la première tentative pour prendre de vitesse le géant John Isaac. Après, des petites fautes. Vous voyez, ça se confronte. Le début de match, en fait, est très dur. Il y a des fautes, il y a des lancers francs, il y a des blocs, il y a surtout pas mal de paniers ratés parce qu'en fait, la défense dissuade trop. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver après sur peut-être une série d'actions sur lesquelles on a envie de se libérer, de enfin prendre nos aises. Doncic à 3 points sur ce double curl en fait. Il est très intéressant le double curl qu'on nous propose dans cette tactique de Dallas. Après il y a ces petites opportunités où on peut taper le ballon et envoyer quelqu'un, ici c'était Cam Reddish, en contre-attaque. Toujours les petites solutions en pick and roll. Ici c'est Doncic qui sert Alperen Şengün pour un panier relativement facile. Il y a une sortie d'écran ici qui arrive pour Brandon Ingram, défenseur, en l'occurrence Tatum, le pauvre, absorbé dans l'écran. Et donc comment on construit assez rapidement une petite avance. Donc c'est frustrant pour l'intérêt du match, mais c'est rassurant aussi à ce stade-là.
Je n'arrive pas encore à pleinement utiliser Gasol comme je le voudrais. Par contre, Millsap, c'était plus facile à prendre en main. Après, on a toujours nos petites valeurs sûres du banc, que sont Monk, que sont Reddish, que sont évidemment Derrick Rose. Et voilà, il y a comme ça beaucoup de choses qui sont bien en place, même Payton. Voilà, vous voyez ici, c'est affreux pour le pivot remplaçant de Vucevic, qui pourtant est pas mal. C'est un régène là qui a 79. Il est intéressant, mais malheureusement pour eux là, ça l'a pas fait. Et donc voilà, on va peut-être mettre fin à la souffrance des Pelicans avec quelques actions encore, mais pas trop. Ici, j'ai bien aimé travailler Vooch de près pour provoquer sa faute et aller comme ça chercher le lancer. Je vous disais, je suis en train d'apprendre avec Gasol à jouer, mais c'est pas encore bon. J'estime qu'il y a encore des progrès à faire. Par contre, en termes d'adresse, on a été bon et la tendance de moins de prises de shoot à 3 points se poursuit. Maintenant, moi, ce que j'aimerais un peu arriver à explorer, c'est le jeu sur système. Parce que il faut être prêt face à une défense très très forte à produire un jeu un petit peu plus élaboré. Là, pour le moment, tout va bien, on lance nos affaires, ça se déroule. Pauvre Isaac, il aura été quand même en peine sur ce match-là. Le changement de franchise n'a pas été forcément une super nouvelle pour Isaac et Tatum, mais ils le voulaient. Donc, ils l'ont eu. Gros match quand même là de Gasol. Je vous disais que j'arrivais pas encore vraiment à le dompter, mais c'est en train de venir quand même à partir de ce moment-là. Ensuite, Simcast qui provoque une deuxième victoire d'affilée sur les Pelicans. Ok. Avec pas grand-chose à signaler, si ce n'est quand même ouf. Tatum qui relève la tête. Et puis après arrive vers nous justement le type d'équipe contre lequel jouer comme ça, tranquille, en laissant venir les choses, en laissant se dérouler le plan habituel, peut ne pas suffire. J'ai nommé les Sixers. Donc là, c'est très bien parce qu'en fait, c'est une forme de test et c'est un test surtout pour mon attaque parce qu'à la limite, défensivement, on est toujours sur les mêmes standards. On a quand même un bon dissuadeur en la personne de Marc Gasol. Enfin, on verra encore ce qu'il est capable de faire face à Embiid, mais voilà. Je pense que Millsap aussi n'a pas d'énormes difficultés à rencontrer. Vous voyez, relativement rapidement dans ce match, faute de Gasol sur Joel Embiid. Embiid a une capacité à provoquer les fautes qui est assez immense. Après, contre de Joel Embiid ici sur Luka Doncic. Attention à ne pas partir trop dans du hero ball avec Luka. Ce serait une erreur terrible. Ici, petit pick and pop pour Philadelphie, mais c'est dévissé pour Joel Embiid. On a comme ça des jolies situations. Ici, ce pull-up de Doncic à 2 points. On n'est pas si mal dans ce match-là. Le début, en tout cas, est vraiment à notre avantage. Anunoby qui a la balle. Il est défendu. Hunter qui ne trouve pas la mire. Et Favors qui ne shoot pas à 3 points. Donc on peut se permettre de prendre un peu plus de liberté quand on est face à Favors. Vous voyez ici toutes ces pénétrations-là. C'est pas des actions très très positives pour eux. C'est comme ici Ben Simmons qui essaie de travailler dos au panier face à Gasol. Pas une très bonne idée, je pense. Donc en fait, ils se trompent un peu tactiquement là, jusque-là, les Sixers. Bon, très bien. Et nous, on essaie d'en profiter. Mais avec une certaine maladresse et je dirais un jeu offensif pas assez structuré de ma part, on se retrouve quand même à la mi-deuxième quart-temps à égalité. Ce qui déjà n'est pas normal en soi, vu tout ce qui a été raté ici et là. Ici, vous voyez, j'essaie de forcer certaines situations. Attention, parce qu'on n'a pas encore montré Shai Gilgeous-Alexander dans ce match-là. Mais il est pas loin, donc il faut se méfier. Joel Embiid qui fait son petit chantier personnel à reprendre son propre rebond. Tout va bien jusque-là. Et ici, obligé de prendre un shoot difficile avec Luka, mais ça rentre.
Vous voyez, c'est du manque d'imagination qui m'a coûté assez cher dans ce match-là. Je pense que j'ai pas mal manqué d'imagination et je laisse trop le jeu venir tout naturellement comme j'avais l'habitude de faire. Mais le problème, c'est que ça fonctionne pas dans ce cas-là. Même si ici, on est légèrement en tête, mais mes petites séquences aussi de pick and roll, que ce soit ensuite le porteur qui va au cercle ou bien donner la balle au poseur d'écran, mais ne sont pas couronnées de succès. On a aussi une adresse extérieure qui est un petit peu, on va dire, délicate. Et regardez, dernière balle du troisième quart pour Shai, qui shoot, qui dévisse. On est donc en tête après 3 quarts temps, mais dans un match super défensif. Rien n'est fait. DeAndre Hunter, ici, pour le joli 2 points, pour revenir à égalité. Ensuite, attention, ici c'est une action sur laquelle Shai Gilgeous-Alexander, en toute fin de possession, va bénéficier d'un petit écran d'Embiid et d'une passivité relative de D-Rose, qui en plus n'a pas l'avantage de taille, pour faire passer les Sixers devant. Fade away, Embiid raté. De manière générale, Embiid, il provoque pas mal de fautes, et après coast to coast pour Luka. Mais il provoque pas mal de fautes, Joel Embiid. Mais après, sinon, il y a moyen de pas mal le défendre. Faut quand même être honnête. Ah, la jolie adresse de Brandon Ingram sur une action très importante. On est en plein money time. 1 minute à jouer encore. Très bon. La pénétration de D-Rose. On est à +3. Derrière, que va-t-il se passer? Une faute. Là, pour le coup, excusez-moi, mais moi, je sifflerais presque plus 3 secondes que faute. Bon, bref, peut-être pas 3 secondes, mais je trouve que c'est une faute vraiment débile. J'aurais vraiment dû prendre le contrôle de Gasol pour qu'il ne la commette pas. Derrière, un lancer franc dévissé. On a une opportunité de peut-être recreuser un peu l'écart. Balle en main pour Ingram. Tir pour Luka Doncic, ouvert à 3 points. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible d'être ouvert et de rater les choses comme cela. Dans la foulée, Shai, un 2 points très long à l'angle 0, les fait revenir à égalité. Et là, donc, il y a un ballon pour... c'est un ballon super important. Il faut appeler quelque chose. Alors, est-ce qu'on joue plutôt pour 2 points? Est-ce qu'on joue plutôt pour 3 points? Regardez, j'ai vu qu'il y avait un petit espace qui s'était créé. Zut alors. Doncic qui dévisse. Pas très bon, cela. Il reste 10 secondes. Balle dans les mains de Shai. Joel Embiid qui essaie d'embrouiller son défenseur. Et encore une fois la faute de Marc Gasol sur Joel Embiid. Alors là, par contre, c'est critique parce qu'il reste 3 secondes. Et Joel Embiid met le premier lancer. Joel Embiid, à qui il reste encore un lancer franc. Après, on aura 3 secondes. Il faut prendre temps mort quasi immédiat ou immédiat si possible. Voilà, ça rentre. +2 pour les Sixers. Et puis, voilà comment on se fait embêter, en fait, dans un match où on n'aurait pas dû subir cela, je pense. Je me heurte un peu aux écrans, il n'y a pas grand-chose de concluant. Shoot un peu lâché comme ça. Voilà, morale de l'histoire. Le Hero Ball, ça ne paye pas. Et il va falloir jouer de manière un petit peu plus sérieuse contre cette équipe de Philadelphie la prochaine fois qu'on les rencontrera. Donc c'est bien de prendre une petite calotte derrière la tête. 22% d'adresse à 3 points. On peut même pas dire en plus qu'on est tellement abusé sur le volume de shoot, mais on a été maladroit. Je crois qu'on est à 0 sur 4 en quatrième quart-temps. C'est aussi un peu l'adresse parfois qui peut expliquer certaines choses. Puis ensuite, si on fait un petit comparatif, on voit un Shai très efficace et un Luka qui a beaucoup gâché. C'est ma faute. J'ai forcé. Je vous ai dit, on était dans le Hero Ball le plus total à 7 sur 26 en extrapolé. Donc pas assez de jeu d'équipe. Certains joueurs pas assez recherchés. Monk, c'est pas normal de lui proposer un si faible volume de shoot. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis en face, énormément de lancers francs pour Joel Embiid qui marque plus de la moitié de ses points de cette façon-là. Mais il n'y avait qu'à se débrouiller pour ne pas en arriver là précisément. Allez, au boulot. Donc après ce retour sur Terre bien forcé, qui nous rappelle ce qu'on est, c'est-à-dire
plus du tout l'équipe qu'on a pu être pendant 3 années. Affrontement dont j'ai extrait de très très brèves images avec le Thunder de Russell Westbrook, qui est quand même une meilleure équipe que lors des 2-3 années précédentes dans cette partie, mais qui tout de même a encore des petites choses qui lui manquent, faut quand même l'avouer, avec ce game winner carrément, je crois même que c'est un buzzer beater en fait, hein, pour Brandon Ingram, voilà, magnifique. Donc c'est bien qu'il arrive déjà à poser un petit peu sa patte sur l'histoire de cette partie, Brandon Ingram. C'est un joueur que j'ai souvent aimé. Parfois j'ai regretté un petit peu le manque de dureté, alors que quand il était rookie ou sophomore, souvenez-vous aux Lakers, on pouvait parfois avoir de vraies belles défenses de la part de Ingram. Je suis désolé, hein, moi je pense aux deux côtés du terrain. Hein. Pour moi, un joueur joue des deux côtés. Et là, même s'il a été un petit peu en maladresse globale, il nous offre quand même le shoot de la gagne dans un match donc très très serré forcément. Et ça permet de reprendre un petit peu du cœur à l'ouvrage. Parfois on perd à la toute fin, parfois on gagne aussi. Ça fait partie. Et dans la foulée, une équipe aussi qui est très très dangereuse. On parlait des Sixers juste avant. Eh bien, c'est les Nuggets. Les Nuggets que je vais affronter ici sont en tête de l'Ouest devant nous. Ils ont une victoire de plus. Et ils ont une équipe qui a été renforcée par la présence de Gordon Hayward. Et puis ils ont aussi un Nikola Jokic qui fait des choses somptueuses. Et pour le coup, là, je suis obligé de m'incliner face à tant d'élégance et à tant d'adresse pour parfois Jamal Murray aussi, qui s'est mis en mode killer. Vous savez, comme quand il affronte les Lakers en play-off. C'est juste somptueux. Je me suis pris une déculottée assez cosmique. J'ai rien eu à faire face à tout ça. Regardez ici, c'est très joli. Hop là, c'est même d'un autre monde, hein, faut quand même l'admettre. Voilà, donc rien à redire. Ils prennent les shoots contestés, sinon ils rentrent les rebonds. Moi je pèse pas grand chose hein, face à ça. On s'est fait démonter, quand même le dire. Et puis c'est très bien là encore, retour sur terre pour s'apercevoir qu'on est vraiment pas invité dans certaines situations face à certaines équipes. J'ai encore été un peu sombré dans le piège du Hero Ball avec Ingram ce coup-ci. On avait vu contre les Sixers, c'était avec Doncic. Donc il faut que j'arrive à me structurer un peu, 40 points en extrapolé pour Murray, mais ça le vaut bien hein, au vu de la physionomie du match. Il faut que j'arrive à me reconfigurer dans les situations comme ça où on est mal pris. Avant, j'avais Jason Tatum et Doncic. Il y en avait au moins l'un des deux qui arrivait à sauver l'équipe et à nous faire gagner. C'est terminé. S'ensuit une victoire simulée contre les Wolves. Simulée, attendez, faut que je vérifie un peu dans mes souvenirs. Simulée ou jouée, je ne sais plus. Enfin, peut-être jouée au final. Cela m'échappe, mais en tout cas, du grand Brandon Ingram sur ce match-là. Donc, dans la prise de marque qui est la mienne nécessairement avec cette nouvelle équipe, 4 quand même à 0, waouh, c'est pas possible. Mais après, les Wolves ont des forces offensives autour, donc ça peut éventuellement se comprendre. Ouais, dans ma prise en main de cette équipe, cette nouvelle équipe en tout cas, il y a encore pas mal de progrès à faire. J'avais souligné l'exploitation de Marc Gasol, je pense qu'il y a mieux à faire aussi avec Millsap. Il faut que je trouve un équilibre. Je suis passé en 4x5 minutes hein, au lieu de 4x6. Peut-être que finalement je devrais revenir au 4x6 pour avoir un tout petit peu plus de temps pour partager un peu les ballons, parce que moi j'aime bien partager. Alors du coup, si je partage en 4x5, j'ai forcément un peu moins de temps pour partager qu'en 4x6, avec même les mecs sortis du banc. J'aime bien que tout le monde puisse marquer au moins un panier. Et puis après, évidemment, on est obligé de jouer en fonction de ce qui se présente. Bref, affrontement face aux Lakers à présent. Les Lakers de LeBron James, bien évidemment. Il se trouve qu'on est dans une période où Anthony Davis s'est blessé. Tiens donc, c'est surprenant. Et LeBron James, en première mi-temps, va nous faire la chanson. Je crois que en 2x5 minutes, tenez-vous bien, je crois qu'il a mis 17 points. Je parle en 2x5 minutes. Donc c'est vrai qu'après, c'est dur de rivaliser, mais
dans ce jeu, on peut toujours se dire qu'il y a une forme de nivellement ensuite. Hein. S'il y a eu comme ça un carton absolu en première mi-temps de la part de LeBron, ben on peut s'attendre aussi à ce que ça se calme par la suite. Et c'est ainsi que on va avoir en toute fin de match une égalité parfaite, puisqu'on a réussi à grignoter notre retard progressivement. Chris Paul pour Wendell Carter. Voilà, il ne faut pas disrespect le shoot de Carter. Et je me retrouve à avoir pris un 3 points dans les dents. Et donc là, pas d'autre option qu'essayer d'en marquer 3 à mon tour. C'est pour Brandon Ingram ici. Et regardez, le mec est clutch. Nothing but net. Et c'est comme ça que finalement on va s'embarquer en prolongation dans ce match-là. On va aller en prolongue. Et dans la prolongation, l'entre-deux très important. Hein, dans la prolongation, voilà, comme ça vous avez un ballon de plus que l'adversaire peut-être. Bah, sûrement même. Et j'ai été obligé de faire rentrer mes forces un petit peu vives, mes jeunes, parce que au final, les autres étaient épuisés. Donc je pense à Millsap, à Gasol, voilà, obligé de faire rentrer Şengün et Kuminga, puis c'est pas forcément dommage. Et sur ce panier-là, on va réussir, grâce à Luka Doncic, à terminer le match. Vous voyez, 5 sur 12 à 3 points, je suis assez content. On a shooté avec un bon pourcentage, toujours sans excès, environ un tiers des shoots seulement, alors que je pense que sur les 2 années précédentes, j'étais à la moitié du volume de shoot qui était pris à 3 points. Donc petit retour en arrière, c'est limite décalé avec l'époque. Et LeBron James en extrapolé à 46 points. Le ressenti manette en main était très correct vis-à-vis des 46 points de LeBron James. Je trouve que pour une fois l'extrapolé est très très bien senti. Ensuite, on recroise Denver. Et là, c'est vrai que ayant essuyé ce que j'ai essuyé juste avant vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire une fessée totale, je vous avoue, j'ai eu envie là encore de tester tout ça. De toute façon, il faut que j'arrive à prendre la mesure de cette équipe. Sinon, je vais me retrouver en play-off à pas savoir jouer avec. C'est débile. Donc, après avoir joué un certain nombre de matchs, on commence à s'y faire. Surtout que j'aimerais beaucoup garder cette structure-là pendant cette année plus la suivante, hein, soit minimum 2 ans. Après, on maîtrisera pas l'envie de départ à la retraite de Gasol ou de Millsap, si jamais, en tout cas, c'est leur cas. Niko Jokic nous fait mal, on s'en doute, mais vous allez voir que dans ce match-là, c'est pas Niko Jokic qui va jouer le rôle principal offensivement pour ces Denver Nuggets, c'est le meneur en sortie de banc, Emmanuel Mudiay. Mudiay est dans la meilleure version de lui-même dans cette partie, c'est-à-dire que c'est le joueur qu'il aurait dû devenir. Vous voyez, il est vers 83, vers là, d'overall. Souvenez-vous d'Emmanuel Mudiay, c'était quand même quelque chose, à un moment donné, on le voyait bien. Puis après, le mec s'est complètement noyé, sa carrière a sombré. Et on se retrouve face à tout de même une belle réussite de la part de Mudiay et de Jokic. Beaucoup de passes de Jamal Murray, mais on s'accroche. On s'accroche tellement qu'on arrive au final, sur quelques séquences, à revenir au score. Ici, c'est encore une fois Ingram qui marque un panier qui vaut assez cher. Derrière, lutte dans la raquette entre Şengün et Plumlee pendant que Jokic se repose. Et on est un petit peu plus tard 2 points devant avec un shoot déjà très important pour Millsap. Mauvaise réception, ça cafouille légèrement. Finalement, il drive vers le cercle et quelques instants plus tard, c'est Malik Monk qui va tuer le suspense et nous offrir comme ça une victoire qui fait du bien, parce que honnêtement, je commence à voir de plus en plus d'équipes, 4 ou 5, qui peuvent nous taper quand elles veulent, et au moins cette victoire-là a tendance à rassurer. Voilà, match joué sur un tempo plutôt lent, peu de rebonds, donc on va au bout des possessions, et en face donc un grand Mudiay, et puis après ils ont aussi Beasley en sortie de banc, très bon joueur, très dangereux quand il prend une crise d'adresse. De notre côté par contre, excellent match de Marc Gasol. Voilà, on enchaîne, les Wolves vont se représenter à nous pour une victoire en simulation,
puis on passe aux Suns. Dans cette partie, les Suns, c'est une équipe qui est évidemment construite autour de Devin Booker, avec beaucoup de différences par rapport à ce qu'on peut connaître nous. Vous voyez, T.J. Warren, ok, mais il y a aussi Markelle Fultz, il y a Wiseman, enfin, il y a des bons joueurs jeunes qui peuvent encore progresser, c'est assez intéressant. Et puis, on va pas faire mystère, malheureusement pour eux, ils n'arriveront pas à vraiment nous concurrencer, à l'image de cette action où on éteint l'attaque adverse et où en contre-attaque Cam Reddish va convertir assez facilement le 2+1. Puis il y aura cette blessure, regardez ici, de Markelle Fultz qui se fait mal à la retombée. Voilà, oh là là, il se pète le genou pendant un certain temps. Rien que les images me font mal, moi qui ai mal au genou en ce moment. Voilà, donc malheureusement, quand la fiction rejoint un peu la réalité, je parle plus de blessures dans l'absolu pour Markelle Fultz, et une victoire relativement tranquille, avec tout de même toujours les mêmes griefs contre cette équipe. Je lui reproche toujours la même chose à mes Mavericks, c'est finalement au rebond, on est quand même... Alors là, c'est trompeur parce qu'ils ont raté beaucoup de shoots, donc on prend beaucoup de rebonds défensifs, donc 22-17, ça veut rien dire. C'est le rebond offensif, c'est le ratio offensif sur total, ou alors défensif sur total qui compte. Et à ce niveau-là, par contre, on n'est pas du tout raccord et on souffre énormément. Gasol n'est pas assez bon rebondeur et le jeune Sengun ne l'est pas encore assez non plus. Donc, à mon avis... Si souci il y a par la suite, ce sera essentiellement du côté du rebond. Le jeu n'aime pas les équipes qui prennent pas suffisamment de rebonds. On le sait, on a l'habitude du My League auparavant. Après, on a affronté le Jazz, alors le Jazz de Mike Conley et Rudy Gobert, voilà. Sauf que ils n'ont pas eu la chance de drafter Donovan Mitchell, puisque dans cette partie, il est allé au Knicks, donc on gagne ce match sans énormément d'émotion. Je veux dire que quand même, sur les 20 premiers matchs, on aura... plutôt été intéressant. Vous voyez, Gobert en extrapolé a quand même fait un chantier au rebond. Voilà, donc Ingram, Doncic en tête de proue, tout le monde a réussi à scorer. J'aime bien quand j'arrive à faire marquer tout le monde. Sur cette première partie de saison, donc le premier quart en quelque sorte, les 20 premiers matchs, on est pas mal du tout, même si on est talonné par les Nuggets. Et puis après, il y a beaucoup d'équipes dans le ventre mou pour lesquelles les choses n'ont pas encore décollé. Donc c'est pas encore le moment de faire un bilan, peut-être plus début janvier, ce sera plus parlant. Ensuite, les Raptors. Alors, je vous parlais de reconstruction, mais en fait, ce qui est amusant avec ces Raptors, c'est que ils ont une équipe très très difficile à jouer, car elle est essentiellement constituée de régènes. Il va falloir que j'aille en prolongation pour aller arracher. D'ailleurs, vous voyez que j'ai été obligé de faire sortir mes vieux, entre guillemets, ils tiennent pas le coup, Plus que 27 minutes, ça fonctionne pas pour eux. Et ils ont eu, par Montgomery, là, un shoot de la gagne, ces Raptors. Donc, en fait, certains régènes avec pas mal d'insignes sont relativement cheatés. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui peut limite mettre en danger la partie. En fait, quelle que soit votre partie de MyNBA, si vos régènes sont trop cheatés, ou vos rookies des années suivantes, etc., ce qui revient même quasiment, à ce moment-là, on peut assez rapidement se foutre en l'air une partie, ce qui est quand même assez regrettable. Alors on enchaîne, après il y a eu victoire serrée face aux Clippers, et puis ensuite on a joué le Thunder de Russell Westbrook, Bradley Beal, ainsi que Sabonis, pour ici une victoire assez sympa. Vous voyez, on a même le temps d'attendre un peu le alley-oop. Non, je dis assez sympa, mais en fait, ce fut très serré à la fin, puisqu'on a même dû aller en prolongation. On a bataillé ferme. Et qui est-ce qui nous délivre? Eh bien, c'est l'ami Paul Millsap, à 3 points, une première fois. Et derrière, regardez, c'est Payton qui vient poser. Non, Sengun qui arrache le rebond. Et puis en fait, c'est pour Kuminga à 0 degré. Vous voyez, c'est amusant, nos deux ailiers forts. J'avais là encore fait rentrer les jeunes parce que Gasol et Millsap commençaient à traîner un peu la patte. Et c'est eux qui nous font gagner en prolongation. Enfin, eux. C'est l'ensemble, mais voilà.
Vous m'avez compris. Donc les matchs sont serrés, les matchs sont difficiles. Ce déficit de rebond nous coûte relativement cher. Pour autant, j'ai pas envie de me lancer dans des trades. J'estime que les mouvements, ils ont été faits à l'été. Et il faut vivre avec l'équipe qu'on a telle qu'elle est constituée. Et regardez, il va se passer le 4 décembre un match relativement surprenant face aux Memphis Grizzlies. Donc les Memphis Grizzlies, ils sont emmenés par De'Aaron Fox et KCP. Ils se trouvent en ce moment Valanciunas qui est blessé. Ils ont Kevin Knox qui est dans la meilleure version de lui-même, je l'ai déjà dit. Et Harrison Barnes qui sort du banc. Donc il y a des petits jeunes aussi qui pointent le bout de leur nez. Il y a Vassell, notamment Devin Vassell. Enfin voilà, il y a quelques joueurs. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que c'est un match dans lequel on va être relativement en domination. Jusqu'à même ici, hop là, aller chercher des points faciles. On est à plus 11 à la moitié du troisième quart-temps. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, je ne vais plus du tout mettre le moindre panier, ou presque. Ça va être catastrophique. Et ce qui l'illustre le mieux, c'est cette action ici où Jason Tate pour De'Aaron Fox. Puis ici, ils vont arriver dans un jeu à 3 à retrouver Vassell, qui subit la faute de Kuminga. Vassell pour une action à 3 points. Plus 1, 3 points plus 1, 4 points. Ce qui, 4 points, quand on joue 4 fois 5 minutes, c'est immense, en fait. Et derrière, ça va être l'envolée. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai absolument aucune solution face à Fox, face ici à Dylan Windler, sorti de banc également. Un joueur dont on le sait, hein, il est plutôt précieux au shoot, hein, Dylan Windler. Et voilà comment on se retrouve en immense difficulté, avec encore des possibilités à ce stade-là. Il reste 2,30, 3 points, c'est que dalle. Et ben blam, à l'image du match, 3 secondes dans la raquette. En fait, Doncic n'a pas su sortir des écrans. Même les lancers francs étaient, entre guillemets, contre nous. Bref, ça a été la Bérésina. On est passé de plus 11 à moins 6. Bon, bah, ça veut dire qu'en un quart-temps et demi, on s'est pris moins 17 dans la figure. Ce qui l'illustre presque le mieux, c'est la shooting chart du 4e quart-temps. Regardez, ici, voilà. Voilà, c'est éloquent, je crois. Quand on voit, on n'a que des croix. En fait, on a marqué que au lancer franc. Et encore, on les a pas tous mis. Et voilà, c'était un de mes pires moments sur NBA 2K. Bon, après, voilà, après coup, c'est marrant, parce que finalement, il faut aussi le vivre, hein. C'est intéressant. Bérésina offensive, et puis en face, par contre, une espèce d'accès de chaleur, mais pas immérité du tout, hein. Les mecs ont mérité ce qui leur est arrivé. Voilà. Donc, défaite, 3e défaite de l'année pour nous, sur ce coup-là. Ensuite, une simulation face aux Brooklyn Nets, qui sont pas bien, hein. Dans la conférence Est, ils sont plutôt bottom, hein, disons-le clairement. Et puis après, on retrouve nos copains des Lakers, oui, sauf que cette fois-ci, Anthony Davis est présent. Et donc, j'ai eu envie de me tester un petit peu aussi comme une revanche par rapport à la défaite précédente, là, contre Memphis. Un match qui n'aurait jamais dû m'échapper et qui m'échappe. Donc, là, il y a vrai défi. LeBron James, Anthony Davis, Chris Paul, on a Robert Williams dans la raquette, on a Josh Hart en complément de tout cela, on a Jay Crowder ou Jrue Holiday en sortie de banc. À noter que Jrue Holiday n'est pas la meilleure version de lui-même dans cette partie. Il a subi des blessures. Et puis en fait, le début de match va être plutôt correct pour nous. En fait, tant qu'on a le 5 majeur sur le terrain, ça se passe pas mal. Et puis après, on aura un petit temps faible qui correspond au moment où je remixe entre joueurs sortis du banc et 5 majeurs. Logique, on fait baisser le niveau global. Il y a un joueur qui va quand même toujours être au bon niveau, le sien, celui du MVP, qu'on espère pour lui. C'est Luka Doncic, aidé à des moments par quelques actions d'éclat d'Eric Rose. Une bonne défense sur Anthony Davis. On sécurise les rebonds parce que, attention, ils sont assez gobeurs de rebonds dans la raquette en face. Et c'est Paul Millsap qui aura le luxe de nous clore un petit peu le suspense une première fois sur cette action en pick and pop à 2 points longs. Et ici, c'est une action très difficile pour les Lakers.
voilà, qui n'arrive pas en fait à trouver l'ouverture. Là, on a l'impression d'avoir retrouvé la solidité défensive de l'année précédente sur des actions comme celle-ci où on avait un véritable mur et il pouvait ni shooter externe ni rentrer dans la raquette. Et bon, bah là, sur le coup, ce match-là était plutôt abouti. Je m'étonne quand même toujours des priorités offensives des équipes adverses. C'est dommage que ces Lakers ne donnent pas plus la balle à Davis et LeBron James. Et finalement, quitte à squeezer les autres dans le Money Time, parce que je suis sûr qu'ils arriveront à faire quand même plus de dommages. Mais à l'arrivée, voilà, il y a peut-être c'est marrant de reprocher ça, un trop grand partage du ballon finalement dans le camp d'en face, alors qu'on aurait aimé peut-être avoir plus de difficultés si LeBron et AD avaient eu davantage la balle. Voilà. Victoire face aux Rockets. On va vers Portland. Les Blazers, c'est une équipe qui est un petit peu en progression, et tant mieux, parce qu'elle a quelques jeunes de qualité, comme Michael Porter Jr., mais pas seulement. Il y a aussi, bon, là, Jalen Suggs, il vient d'arriver, donc on va pas juger les choses. Mais il y a eu ce trade l'année précédente avec McCollum qui partait et Bobby Portis pour muscler un petit peu la raquette. C'est une équipe assez solide, même si je sais que Nurkic ne fait pas l'unanimité parmi les amateurs de NBA, mais bon, ça reste quand même quelqu'un qui fait des stats et puis qui prend des rebonds aussi. Et d'ailleurs, ça, c'est un grand problème. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'en reparle. Il nous a partousé au rebond offensif. C'est juste indécent la manière dont on s'est fait assassiner par Nurkic, mais pas seulement. Ici, joli coast-to-coast de Derrick Rose. Ok. Et puis, après, voilà, il y a aussi ces séquences, encore une fois, là où, regardez, un rebond offensif, 2 rebonds offensifs. Ça termine. C'est pour ça qu'en fait, on arrive sur un match qui a été une espèce de purge. Ça a été affreux et on est à 2 doigts de le perdre sur la toute fin. Ils ont Matisse Thybulle aussi en sortie de banc. Ils ont voilà quelques joueurs assez intéressants en fait. Ici et là, ça a été une purge. 32-30, on dirait un match de vieilles le dimanche matin où elles ont plus passé de temps à s'étriper sur le terrain dans un gymnase congelé avec juste la famille et les amis. C'était horrible en fait, qu'à jouer au basket quoi. Et voilà, j'ai un peu honte. Ça a été vraiment dégueulasse. Ça a été dégueulasse ce match, et notamment parce que au rebond on est déficient. Brandon Ingram heureusement a relevé le niveau. Donc voilà, il fallait au moins avoir ça. Clac, ici contre Suggs sur un retour assez intéressant, et puis après il a été offensivement assez productif. Lui au moins a réussi ses pénétrations et il a été notre animateur principal. Voilà, Lillard a beaucoup gâché, Porter a énormément gâché, et puis sinon les deux intérieurs, ils se sont régalés, c'est ce que je disais à l'instant. Voilà, Doncic aussi a beaucoup gâché, enfin une purge, je vous dis, une espèce de purge. Ensuite, les Pelicans, alors les pauvres, ils vont pas très bien. C'est la 3e fois de l'année qu'on les bat, dont 2 fois en simcast. Et nos joueurs, ont relativement des comportements habituels. Tatum s'est démultiplié en attaque pour essayer de faire face, mais il n'y a pas grand-chose à faire apparemment. Les Kings, on dirait que c'est une équipe qui va un peu moins bien que la saison d'avant ou les 2 saisons d'avant même. Voilà. Donc étrange. Après, j'ai pas pu m'empêcher de rentrer à 1 minute de la fin sur un simcast du côté de San Antonio, où finalement on va appliquer quelque chose de très bête. Ingram était poste 4, c'est pour ça qu'il vient de poser son écran. J'aurais pu faire un pick and fade, mais en même temps il y avait le cercle qui était mal protégé. Puis derrière on gagne sur le fall game. Bon ok, pas grand chose à dire, si ce n'est que il manque encore une pièce intéressante à ces Spurs pour qu'ils puissent vraiment jouer les premiers rôles de l'Ouest. Ok, donc ça aurait pu arriver si on avait tradé avec eux, mais ça a été finalement un autre choix. On recroise les Kings, j'en reparle pas. On dirait que leurs régènes, ils sont moins efficaces qu'à un moment donné, en fait, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Peut-être parce que DeAndre Jordan est vieillissant, peu importe. Et moi, là, à ce moment-là, ça fait 3 mois que la saison a démarré, et j'ai enfin une idée plus claire de ce que je veux faire.
Il était temps, hein, me direz-vous. Ouais, c'est vrai qu'il était temps, honnêtement, et c'est bien dommage d'avoir perdu autant de temps pour arriver à trouver la bonne voie. Donc c'est quoi la bonne voie? C'est Monk qui prend des minutes au poste 1. Il est bon défenseur extérieur, il est bon organisateur, il est bon shooter et il a la taille d'un meneur. Et Doncic, poste 2, ça c'est une évidence, mais pour moi en tout cas, mais Derrick Rose et Payton qui viennent boucher les trous, ok, très bien. On réduit légèrement les minutes de Şengün et Kuminga à 18 et on refait rentrer Rose dans la rotation. Je le savais qu'il allait revenir. De toute façon, c'est un très bon joueur, on l'a pas prolongé pour rien. C'était juste assez temporaire qu'il soit un peu sur le banc, mais on va reprendre des minutes avec lui. Reddish a un peu gagné en minutes, etc. Et puis cette équipe des Grizzlies, bah, c'est un peu un étalon, hein, pour nous, parce que elle était poil à gratter les 3 saisons précédentes, alors qu'on était très fort. Et bah, elle reste, pour moi, un vrai test. Surtout que Valanciunas est revenu de blessure, tant mieux. Elle reste un vrai test, surtout vu la déculottée qu'ils nous ont mis il n'y a pas si longtemps que ça. Vous voyez, on essaie de revenir pour prendre les rebonds, sachant que les autres s'occupent du box-out. Luka, coast to coast, avec un peu d'acrobatie. Je voulais vous montrer le petit panier acrobatique, c'était ça qui était rigolo là-dedans. C'est pas tellement le côté coast to coast, j'aime pas trop le principe, mais bon, bref, voilà. Derrière, Windler, étrangement laissé seul, et ça c'est ma faute, hein, nous rappelle que, attention, ils sont capables de piquer à tout moment. Après un petit jeu à 2 avec Luka et Millsap, nous permet quand même de retrouver l'adresse externe du Slovène. Attention, De'Aaron Fox qui a la balle, peut sortir pour Franklin à 3 points. Pas très adroit Franklin, on a connu mieux. Encore un peu de rebond offensif. Ça c'est pour l'adversaire, ça c'est pour la piqûre de rappel. Rapport à ce que je disais il y a quelques minutes avec Portland. À l'intérieur, on se fait un peu prendre dès qu'il y a une mismatch. Attention, Valanciunas fait un super match en fait, hein. Il faudra vraiment un énorme match de Malik Monk. Et oui, j'ai décidé de le responsabiliser un petit peu plus. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit peut-être lui la 3e force en attaque. Bon, en fin de rencontre, hein, vous avez vu, toujours la même chose. Hein, il y a plutôt intérêt à faire rentrer Şengün et Kuminga. Donc c'est aussi pour ça que maintenant je me suis mis en tête de seulement proposer des blocs de 6 minutes pour Gasol et Millsap, parce que 9 minutes ça fait un peu trop, après ils le vivent mal. Et voilà un match parfaitement maîtrisé, avec une jolie adresse à 3 points qui plus est, sans avoir trop forcé, mais avec un meilleur volume que précédemment. Moi je refuse de prendre les shoots à 3 points quand ils sont pas bien construits en fait. Voilà, je déteste le basket actuel où les mecs, plutôt que se casser la tête à jouer, préfèrent envoyer du 3 points comme ça, et puis on va dire Inch'Allah, quoi. Et ça me plaît pas du tout. 31 points en extrapolé pour Monk et un super Cam Reddish. Ben voilà, c'est peut-être ça en fait, l'avenir à court terme pour cette équipe. C'est mieux exploiter en attaque Reddish et Monk, et ensuite continuer sur les mêmes principes que précédemment. Ensuite, voilà, une petite série de matchs pour boucler le mois de décembre. On gagne pas de beaucoup contre ces fameux Warriors qui n'auront rien gagné dans cette partie avec Curry, Thompson et Kevin Durant. Ça sent vraiment la refonte d'effectifs du côté des Warriors, puisque finalement, on les a jamais vus vraiment gagner, hein, depuis que la partie a démarré. En tout cas, ça pêche à cause du manque de pivot, bien évidemment. Et puis voilà, des petits matchs. On notera également la Bérésina pour le Thunder, qui pourtant a récupéré Evan Mobley, mais qui n'y arrive pas. Westbrook, il y a quelque chose qui bloque en fait dans cette ère Curry qui démarre en 2016. Je trouve que quelque chose ne va pas. Et puis après, voilà, encore une petite victoire pour démarrer le mois de janvier. Alors, le bilan, il est hyper flatteur. Moi, j'ai même pas envie de regarder le bilan. 36 victoires, 3 défaites, je trouve que c'est pas notre valeur en fait. Il se trouve que ça fonctionne en Simcast. Pourtant j'ai monté le niveau de difficulté, j'ai monté tous les niveaux de difficulté. Une année auparavant déjà je l'avais montré. Mais bon, ça continue à gagner, très bien. Attention, en playoff à mon avis, Nuggets et Lakers, ils nous tapent. Sur 7 matchs, ils nous tapent.
Après, Suns et Spurs, ouais, bon, à la limite, on peut passer. Puis après, vous voyez, il y a un peu une lutte encore là, c'est assez indécis de la 6e à la 10e place, voilà, on va dire. Et puis après, par contre, il y en a qui sont vraiment à la rue, dont les Pelicans. À ma grande surprise, la greffe Tatum plus d'autres joueurs aux Pelicans ne fonctionne pas. C'est n'importe quoi. Ils perdent beaucoup de matchs. Après, à l'Est, Philadelphie est en domination. On n'est pas surpris, c'est eux qui sont les grands favoris pour le titre cette année. Bulls et Heat, ok, en embuscade, mais pas plus. Pacers, il y a Edwards qui se développe pas mal. Raptors surprennent tout le monde. Detroit, pas trop mal. Knicks, en souffrance par rapport à leur effectif. Cavaliers, plutôt au-dessus de ce qu'on attendait. Boston, en dessous de ce qu'on attendait. Et pour les autres, en terminant par Brooklyn, bon bah... on va espérer un bon rookie à l'été, quoi, hein, tout simplement, hein, tellement ça fleure pas très très bon, voilà. Au niveau des tours de draft à venir, je rappelle que la mauvaise saison des Pelicans nous va très bien. On a récupéré ce pic dans un des trades de l'été. Et c'est vrai que si les Pelicans étaient top 5, ben on pourrait aller choper un très bon jeune. Je dis pas qu'on en a mortellement besoin, mais bon, voilà. C'est toujours un asset au minimum intéressant. Ensuite, Doncic, bah, il fait une saison statistique qui est au-dessus de ce qu'il faisait avant. Normal, il y a moins de partage du ballon. Il est deuxième actuellement au MVP ranking, mais honnêtement, pour moi, là, en l'état, il va l'être. Il va l'être si on garde un très bon bilan. Il a 50% d'adresse à 3 points là, sur les 39 premiers matchs. C'est hallucinant. Il a monté ses moyennes. Voilà, il n'y a pas de mots. Il est au firmament alors qu'il a que 23 ans. Après, nos recrues se comportent très correctement. Je voulais montrer un petit peu que Malik Monk gagne en minutes et va gagner un petit peu en stats, même si là, à ce stade, c'est très très stable. Même pourcentage à 3 points, même nombre de points, mais je pense qu'avec l'augmentation récente de ces nombres de minutes, il aura réalisé sûrement une saison de progression. Kuminga, Şengün font des choses tout à fait correctes pour leur saison de rookie. Dans ce contexte-là, Rose fait du boulot, il n'y a pas de problème. Payton, c'est pareil. Et puis, Cam Reddish, lui, il y a un vrai up pour le coup. Donc, c'est vraiment Monk et Reddish qui peuvent être la clé là, à ce stade-là pour vraiment je sais pas moi, une belle saison, malgré tout. Voilà, malgré... cette espèce de transition en fait qu'on a amorcée. Donc, avant de conclure et de passer, de vous dire rendez-vous au prochain épisode, un petit point sur le mentorat. Vous savez, j'en avais parlé. Pour moi, c'est un aspect assez intéressant du jeu, mine de rien. Outre l'entraînement, où je suis en polyvalence pour tout ce petit monde, polyvalence sur leur poste préférentiel. Il y a Paul Millsap qui mentore Kuminga, et honnêtement, c'est pas dommage, parce qu'il va pouvoir lui faire un transfert d'insigne qui va vraiment apporter quelque chose. Quand on voit, par exemple, pro de l'esquive et intercepteur, ça va être hyper précieux pour Jonathan Kuminga. Et puis, dans le même registre, en version pivot, muraille au poste, contestataire, transféré par Marc Gasol, ainsi que, qui est hors en plus, donc il transfère encore plus efficacement ce type d'insigne-là. Et puis il y a aussi mur de briques. J'adore mur de briques. Je trouve que c'est un super insigne. Voilà. Et puis le troisième à profiter de tout ça, c'est Cam Reddish. Lui, il est mentoré par Derrick Rose. Et je vous dis que ça. C'est mignon que ça en peut plus. Voilà. Allez, je vous dis rendez-vous au épisode 11 pour la suite. On terminera la saison. On ira même faire l'été. Ouais, il y aura pas mal de choses à voir. Et à bientôt pour la suite de tout ça. Bye bye.